et Dominique Doc-Poulain. Voilà, je trouve que c'était bien de laisser un peu jusqu'au bout. Alors, je le revois, hein, là, sur grand écran, quelques mois après, parce que je l'avais vu à sa sortie. Et ce qui me frappe, c'est la manière dont quand même cette fiction, parce que c'est assez rare, hein, des fictions qui s'accaparent, on en parlera peut-être des sujets environnementaux, il n'y en a pas tant que ça. On pourra peut-être en parler, et d'arriver à allier comme ça un film avec un engagement très très fort, un sujet très très fort, et une forme et une créativité assez extraordinaire quand même. Donc peut-être je me tourne en premier vers vous, Dominique, parce que voilà, quel est ce réalisateur? Je dois dire que je suis en train de découvrir le film avec vous ce soir. Donc en fait, je suis très émue. Donc je vais peut-être avoir un peu de mal à démarrer. Peut-être oui, voilà, mais on peut peut-être laisser... Alors bonsoir, alors juste voilà. quelques réflexions suite à la projection du film, très rapidement. Dans un premier temps, j'insisterai sur le traitement très esthétique, très poétique et aussi onirique de ce film. Notamment dès les premières scènes, le spectateur établit une distance entre, d'une part, la réalité psychique de l'héroïne, Atla, et le monde extérieur, le monde environnant. Et notamment avec la présence des musiciens qui représentent en quelque sorte un bruit intérieur, mais qui semble fonctionner comme des amplificateurs de son monde intérieur et qui scandent la lutte. Comme vous l'avez dit, ce n'est pas un film directement sur une thématique environnementale, même si elle demeure présente dans la scène finale, en lien avec les dérèglements climatiques quand les passagers doivent franchir cette eau. Alors, très rapidement, sur le plan sociologique, ce qui me semble intéressant dans ce film, c'est le traitement de la mobilisation, ce que nous appelons, nous, les répertoires d'action. Et dans les répertoires d'action, le personnage principal, Atla, va développer un ensemble de savoir-faire experts, comme son opération commando, le sabotage, le cambriolage du dépôt d'explosifs, la section des câbles de haute tension, le dynamitage du pylône également, la rédaction bien entendu du manifeste, sa diffusion, la diffusion de tracts. Donc ça, ce sont les répertoires de l'action, normalement de l'action collective, mais là, il s'agit plutôt d'un individu. Alors, à première vue, on penserait que Atla est toute seule, mais et qu'en tant qu'individu rationnel, elle cherche à agréger finalement d'autres acteurs, ici des acteurs plutôt symboliques dans sa lutte, puisqu'elle doit servir des intérêts communs, mais elle ne peut pas poursuivre vraiment toute seule cette lutte. Et c'est ce qui me semble très intéressant dans ce film, c'est que le réalisateur a réussi à mettre en présence de personnages symboliques, d'ensemble d'acteurs, donc à faire de cette action individuelle une action collective, notamment avec des personnages comme un choriste qui est membre du gouvernement, un éleveur prétendument son cousin, une sœur jumelle aussi, la sœur jumelle de l'héroïne. Alors ça, c'est très intéressant parce qu'elle me semble représenter les doubles faces de Janus. D'un côté, il y a l'héroïne qui est très, on va dire, qui a presque une vertu virile en termes d'engagement et avec une certaine opiniâtreté. Elle est très solaire. Et de l'autre côté, il y a sa sœur plus douce, qui a une face aimante, voilà, professeur de yoga. Et donc on a d'un côté l'Amazone, de l'autre côté la sophrologue, quoi.
Et ça, c'est intéressant, cet acteur. Un autre acteur qui nous a bien fait rire, c'est le touriste latino-américain, qui sert de dérivatif comique à ses poursuivants, mais également par le truchement de la fiction. L'héroïne va recevoir un soutien inattendu. C'est ce que je disais, c'est ce soutien symbolique et fantasmé du trio de musiciens. Un pianiste accordéoniste, un percussionniste, un joueur de sousaphone, je crois. Et c'est ce trio qui va scander les divers temps forts de la lutte et qui semble rythmer l'engagement de l'héroïne, Atla, et également qui peut avoir une vision un petit peu aussi moralisante. À certains moments, vous l'avez remarqué, il s'arrête de jouer quand les moments sont très critiques et qu'ils en appellent à son jugement. Ce que nous remarquons sur le plan sociologique, c'est qu'il y a une sorte d'empowerment, c'est-à-dire par de l'héroïne, par la maîtrise de savoir expert, elle gagne en pouvoir. Elle a notamment ses actions techniques, le sabotage, la dissimulation pendant la cavale, aussi les artifices qu'elle va user, la capture du drone qui est remarquable avec un arc, où elle va utiliser d'ailleurs, elle va associer ce dont vous avez parlé tout à l'heure, par rapport, enfin votre collègue de la Biocop, qui a parlé de désobéissance civile. Vous voyez, elle va porter le masque de Nelson Mandela. Alors c'est aussi un clin d'œil du réalisateur, certainement au portrait aussi de Thoreau, Henry David Thoreau, qui était un théoricien qui au XIXe siècle aux États-Unis a développé justement cette notion de désobéissance civile, parce qu'il souhaitait ne pas payer d'impôts dans un État et dans un pays qui ne s'était pas encore débarrassé de l'esclavage. Et en fait, on va voir dans le salon d'ailleurs de l'héroïne trôner Nelson Mandela, Mohandas Gandhi, qui se sont réappropriés de Henry David Thoreau cette notion de désobéissance civile. Alors, cet empowerment, il s'appuie aussi sur des savoir-faire profanes, c'est-à-dire qu'elle a une très bonne connaissance dans sa cavale, dans sa poursuite du milieu, et notamment de ce milieu naturel qu'elle maîtrise à merveille. Oui, voilà. Alors juste voilà. Une chose sur ce milieu naturel, parce qu'il est... Oui. Il est Après, je ne veux pas monopoliser. Mais après, voilà, mais ça vous a... Voilà, laissez le temps de respirer après l'émotion du film. Donc, merci pour tous ces éclairages. Oui, cet élément naturel, il est... et d'ailleurs, comme tout le film, il est très... Il y a une présence de la terre, une présence et bienveillante tout le temps. Elle cache, elle soigne, il y a l'eau qui soigne. Il y a tout le long comme ça une présence d'une terre bienveillante. C'est ça, alors même qui est associée en philosophie de la nature, on dirait à une thèse biocentriste, si vous voulez. C'est-à-dire que là, ça renvoie aussi certainement à une approche théorisée par Arne Næss, par exemple, qui est un des pères de l'écologie profonde. Et donc, dans cette relation homme-nature, enfin ici femme-nature même, il y a une recherche, justement, une quête intimiste, c'est-à-dire que la terre-mère a la réponse à tout. Et notamment la scène finale aussi, elle peut être réinterprétée à l'aune de cette perception de la philosophie de la nature avec une vision très biocentriste, parce qu'il y a un franchissement des eaux. C'est-à-dire que les passagers du bus, accompagnés d'ailleurs de leurs adjuvants symboliques, les trois femmes en habit traditionnel qui chantent le chœur ukrainien qui scande l'engagement de l'adoption, et les musiciens qui scandent l'engagement de la lutte, qui se retrouvent ensemble, et avec les passagers, elle porte l'enfant dans les bras et elle va traverser une sorte de rivière. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est une rivière apaisée. C'est-à-dire qu'on n'est plus du tout dans les scènes de télévision avec toute cette sociologie de la parole, là, des infernales, cataclysmes, ces inondations, etc., avec une vision très anthropocentriste où tout tourne autour de l'être humain, et s'il n'a pas le dernier mot, il se sent délogé. Et là, au contraire, cette dernière scène, elle vient sceller
à mon sens, l'engagement de l'héroïne, une sorte de victoire, c'est une sorte de sacre. Et à nouveau, c'est l'omniprésence de cette thèse biocentriste, qui est très très forte et qui accompagne. Vous le voyez aussi avec quand elle s'étend sur la lande. Elle cherche la force, et quand son prétendu cousin va pour lui permettre de se réchauffer en la laissant se glisser dans une vasque d'eau chaude naturelle, d'eau sulfureuse peut-être, elle est dans la position, vous l'avez peut-être remarqué aussi, de l'homme de Vitruve, mais là c'est la femme de Vitruve, donc on pense à Léonard de Vinci, et on voit un peu ce chaînon manquant, avec cette forme humaine qui se laisse porter par la nature. Voilà. Alors, Dominique. Il faut m'arrêter. Pourquoi ? Non, mais Dominique, donc cette première émotion, après une première vision du film et... En fait, ce qui m'intéresse dans ce qui vient d'être dit, c'est probablement ce que je vis souvent quand je vois un film islandais. J'ai vécu très longtemps en Islande. J'y ai mon fils et mon petit-fils. J'y ai beaucoup d'amis. Quand je vois un film islandais, je suis toujours frappée par le fait que je vois des choses qui, pour moi, sont habituelles et qui sont vécues, évidemment, par mes amis français comme formidablement exotiques et étranges. Donc je me retrouve dans une situation qui est très complexe pour moi. Et dans ce que j'entendais d'une lecture du film, et je pense que nous sommes aussi nombreux que les lectures possibles de ce film, il y a des choses qui résonnaient en moi et des choses que j'avais peut-être sur lesquelles j'avais envie de rebondir par ma connaissance que je ne valorise pas plus que ça, mais qui est une connaissance intime au sens profond. Je ne sais pas trop aujourd'hui si ma terre est la France ou si c'est plutôt l'Islande, à vrai dire. Et il me semblait, par exemple, puisqu'on avait démarré là-dessus, que la question du rapport à la terre, la question du rapport au combat, la question du rapport à une lutte globale ensemble ou une lutte individuelle, il est difficile d'en faire la même lecture d'un point de vue islandais et d'un point de vue français. Et pour moi, ce qui me frappe quand je regarde ce film, quand je regarde Halla, et pour moi c'est assez pertinent par rapport à ce que je sais de l'Islande, c'est que, petit détail, dans l'Islande, qui est une très grande île, plus d'un tiers de la France, il y a seulement 330 000 habitants en tout et pour tout. Et les Islandais se sont comptés pratiquement depuis toujours comme une nation qui fait bloc pour elle-même en elle-même. C'est ce qui a fait leur force et leur résistance. Aujourd'hui, c'est une nation qui est terriblement divisée, politiquement, économiquement, humainement, et dans sa vision du monde à voir venir. Et ce qu'il m'a semblé, c'est que Halla était terriblement seul dans ce combat. Parce qu'en fait, il est très difficile, selon moi, pour les Islandais, de comprendre le sens de ce que nous appelons une lutte ensemble. Autrefois et longtemps pour les Islandais, lutter ensemble, c'était être tous les Islandais ensemble. Aujourd'hui, la société islandaise, elle est vraiment coupée en deux. Il y a les partisans d'une société ultralibérale qui les a peut-être, le savez-vous, conduits à un crash terrible en 2008, et puis les partisans d'une société qui est complètement autre. En fait, une autre chose à propos de cette histoire de gémellité entre donc Halla et sa sœur, c'est que je ne la vis pas du tout comme une espèce de
symbole d'une dualité en une seule femme. En fait, dans la société islandaise d'aujourd'hui, je le sais très bien, il y a à peu près, 4 de mes copines sur 5 en Islande qui font du yoga. Donc, en fait, ce film, il est une collection de ce qu'on pourrait appeler méchamment, et c'est pour ça que le terme est probablement mal choisi, de clichés sur l'Islande. C'est-à-dire que vraiment, tout ce que vous avez vu là, de ce qui se dessinait des personnages, ce sont des faits qui sont vraiment propres à la culture islandaise. Alors quand on a une fille comme Halla, qui est une fille ultra politisée, c'est déjà très particulier. Les Islandais ne sont pas politisés au sens où nous, les Français, on dit être politisés. Et quand on a une fille comme sa sœur, en fait, on a bien la figuration d'une société islandaise où il y a une très grande passion pour les sciences occultes, une très grande passion pour un espèce de pacifisme souverain qui devrait dominer tout et faire oublier tout d'une certaine réalité. Et puis aussi, il y a toute cette partie de la nation qui, au moment de 2008, a permis à la population de se lever contre le gouvernement qui les a amenés dans l'état où ils se trouvaient d'un coup, très brutalement. Mais c'était quelque chose, ceci dit, à prévoir, où vraiment on peut être dans un questionnement sur comment, à un moment donné, c'est précisément des intellectuels, des artistes, mêlés aux maçons, aux constructeurs, aux fermiers, qui vont tout d'un coup pousser l'élan de cette lutte. Mais ce sont des moments très éphémères, il n'y a pas de culture de la manifestation en Islande. Et on a souvent l'impression, dans ces refus d'une certaine société qui s'engage dans le pouvoir de l'argent, dans une omniprésence de la surconsommation, que ce qu'il y a en face est presque plus une réflexion d'individus qui, le temps d'un moment précis, se serrent les coudes, que de ce que nous connaissons dans un climat politique français où on a des partis bien définis. C'est peut-être le fait de l'insularité, c'est peut-être le fait aussi d'une toute petite population. Ceci dit, j'aimerais beaucoup, personnellement, entendre aussi vos questions. Voilà, c'est ce que j'allais... voilà, non, mais c'est important de vous entendre aussi avant. Et puis, bien sûr, on va ouvrir au public. Donc, il y a des micros de chaque côté. Donc, voilà, vous avez juste à lever la main si vous voulez une question ou juste une réaction ou juste une sensation sur le film ou si vous l'avez aimé ou pas, si vous a touché ou pas. Est-ce qu'il y a une réaction dans le public ou pas? Il y a devant, là, Vincent. Ce sujet, c'est pas un sujet choisi au hasard par le réalisateur. Ça correspond quand même sans doute, j'imagine, à un vrai questionnement de la société islandaise. Alors, je peux juste répondre sans connaître directement la société islandaise, mais nous comprenons tout de suite que la valorisation de la nature peut devenir un point d'ancrage de la contestation politique et sociale. Et notamment, je reviens sur les répertoires d'action de la lutte. Ce sont des invariants, ces répertoires, c'est-à-dire qu'on pourrait très bien les adapter à d'autres sociétés. Je ne pense pas qu'il y ait une empreinte si culturelle
ou culturaliste, si vous voulez, dans l'explication de ces motifs. Et on le voit notamment dans la... Je ne sais pas si vous avez été attentif à une scène qui m'a beaucoup ému, c'est quand il y a... quand l'héroïne va découvrir cet enfant qui se cache dans le casier. Et donc il y a une discussion comme ça qui se noue, ce que nous appelons nous une socialité éphémère dans les vestiaires. Donc, et à travers ces brèves de vestiaires, il y a un espace dialectique qui se met en place. Et il me semble que les personnages islandais, là, donc il y a à la fois la sœur et la mère de cet enfant, interrogent l'action de vandalisme qui a eu lieu. Et il y a une sorte de contrepoint dans cette définition du vandalisme. Et vous avez vu comme l'héroïne va répondre en disant « Mais attendez, qu'est-ce que le vandalisme ? Est-ce que ce n'est pas une forme de vandalisme économique plus qu'un sabotage ou un vandalisme ou une action contre la démocratie ? Voyez, ou qu'est-ce que la violence ? Voyez ? Mais à ce moment-là, en tant que spectateur, on est interpellé justement par cet espace, cette hésitation, cet espace dialectique, cet échange, et on a l'impression que ces deux femmes qui s'expriment donnent voix justement à la population islandaise. Alors je ne sais pas ce qu'en pense notre Islandaise, Dominique. Je pense qu'en fait, il faut quand même rappeler que depuis 2006, on a commencé à avoir une lutte. Je parlais de cette scission dont mes amis me parlent. C'est très nouveau. Je vivais, moi, en Islande entre 1982 et 1992. C'est dans ces années d'après 2000 que mes amis ont commencé à me dire qu'ils ressentaient vivre dans une scission coupée en deux. Et en 2006, donc déjà avant le crash, il y a un certain nombre de gens qui ont commencé à s'inquiéter, très scientifiquement parlant, très écologiquement parlant, du fait que pratiquement en même temps, on voyait s'installer 3 énormes fabriques, usines d'aluminium, et qu'il y en avait 2 ou 3 autres en perspective, et que chaque fois qu'on imaginait effectivement ces usines, c'était dans ce qu'on appelait les hautes terres, qui sont en fait dans le centre de l'Islande, qui est totalement inhabité, très peu de végétation, très peu de faune, mais les quelques très rares rennes qui existaient en Islande, et puis une variété très spécifique d'oies. Et dans cette région inhabitée, totalement inhospitalière, vous avez sans doute entendu parler à l'époque de ce volcan sous le glacier. Je parle de cette région et de ses abords très larges autour. On a créé barrages, gros pilots hydrothermiques et géothermiques, et enfin tout cela pour permettre l'installation d'énormes usines d'aluminium. Et on est en train de parler aussi aujourd'hui d'un gros problème de boue rouge. Vous en avez tous entendu parler dans notre région, c'est très omniprésent. Donc il y a de facto, et la question était pertinente, un gros problème qui se pose écologiquement parlant. Et là, sur cet endroit-là, des intérêts économiques majeurs pour certains et un questionnement dramatique majeur pour d'autres sur le fait que pendant très longtemps, l'Islande a été considérée comme un lieu formidablement pur du point de vue de l'air, du point de vue d'une nature préservée, comme on n'en voyait quasiment nulle part au monde, et que des pans entiers sont aujourd'hui achetés par des forces étrangères, et que petit à petit, c'est l'Islande qui est vendue par petits morceaux. Donc le film, en fait, très curieusement, parce qu'on en a parlé dans certains journaux très érudits, Le Monde diplomatique, Le Courrier international, il y a eu quelques articles majeurs sur cette question-là. 95% des Islandais utilisent Facebook, et c'est quand même
un grand réseau de communication où on trouve tout et n'importe quoi, mais aussi beaucoup d'informations. Et à tort ou à raison, le sujet n'est pas traité, parce que c'est un film qui est aussi formidablement poétique, tel que... Mais il parle de cette lutte-là. Là encore, ceux qui sont au pouvoir, au jour d'aujourd'hui, sachant que le président n'a qu'un rôle de personnification de l'Islande, de représentation de l'Islande, que c'est le Premier ministre qui a le véritable pouvoir dans le système islandais. Le Premier ministre est aujourd'hui une première ministre. Elle faisait partie des Verts dits très rapidement, parce que les étiquettes ne sont pas les mêmes en Islande et en France, de gauche. Et elle s'est ralliée à un gouvernement centre-droite ultralibéral qui est aussi littéralement couvert de scandales, dont ceux de Panama et autres. Donc on est dans une société qui est aujourd'hui, du point de vue politique, quand même très corrompue, et où on ne sait plus exactement où se jouent dans le gouvernement les pouvoirs et les contre-pouvoirs. Tout cela devient très flou. Et aujourd'hui, ce n'est pas ceux qui sont dans la lutte écologique qui ont indéniablement les forces pour eux. Curieusement, c'est dans la littérature, dans la musique et dans le cinéma que cette force-là se déploie. Et c'est là le point très fort des Islandais. Dans le domaine culturel, la liberté d'expression et la force de l'expression est majeure. Et pour un aussi petit pays, comme vous le savez, elle prend une envergure tout à fait internationale. Dominique, juste pour rebondir par rapport à ce que vous venez de dire sur la prise de pouvoir et notamment le pouvoir du Premier ministre, je voulais vous interroger sur une scène dans le film qui a lieu dans un endroit mythique qui était le lieu de la fondation de la nation, au milieu de ces falaises. Et à un moment, donc, il y a eu l'annonce et de l'origine finalement du sabotage avec cette menace, non, et cette menace de la femme des montagnes. Et puis il y a un plan surplombant où on voit une sorte d'anneau, de cercle de parole en contrebas. Et il a été annoncé, alors c'est en le revoyant justement que je m'en suis aperçu, il est annoncé que les Vikings justement utilisaient ces cercles de parole pour reprendre le pouvoir, éventuellement pour arriver à terrasser l'ennemi. Alors qu'est-ce que ça signifie selon vous, là, cette scène ? Alors là, on se retrouve dans un lieu qui est devenu, c'est un peu méchant de dire ça comme ça, mais ok, je le dis, hélas trop touristique au jour d'aujourd'hui, qui est un lieu absolument magnifique, pas très loin de Reykjavik en fait, qui se trouve vraiment au sud-ouest de l'Islande. Donc on est dans un lieu qui s'appelle Thingvellir. Thing, ça veut dire l'assemblée. Vellir, c'est la vallée. Les Islandais sont à l'origine des Norvégiens qui, au XIe siècle, des gens très lettrés, de grands marins, des gens qui sont aisés, cossus, et qui, plutôt que de se confronter au roi de Norvège, décident de quitter la Norvège et de trouver des terres hospitalières où ils rêveront leur destinée à leur façon. Je mythifie un peu, mais grosso modo, on peut dire ça comme ça. Et ils vont inventer, et ils en sont très fiers encore aujourd'hui, les Islandais, un système qu'on pourrait vraiment appeler, très tôt, hein, on est au XIe siècle, un système démocratique, un système d'assemblée. Ça veut dire qu'une fois par an, à certains moments plus particuliers, ça pourrait être 2 fois par an, tous les Islandais sont invités à se regrouper à Thingvellir. Et c'est un moment qui est immédiatement, dès les premiers instants où ces Norvégiens qui vont devenir les Islandais s'installent dans ce qui va devenir l'Islande, c'est un moment de
grande démocratie participative qui se joue là et qui va être immédiatement écrit. C'est une des grandes fiertés aussi des Islandais, d'avoir écrit leur histoire au moment où ils la commencent. Ils estiment qu'il y a peu d'exemples dans le monde où une histoire s'écrit au moment où elle débute, directement. Et dans cette histoire qui se dit, on nous raconte effectivement que tout se joue sous la forme de plaignants divers qui viennent de tous les coins du pays, en tout cas habitables, et qui viennent faire part de leurs plaintes, de leurs espoirs, de leurs remarques. Mais il y a ce petit clan qui a un nom qui est assez éloquent en islandais parce que Dieu c'est Guð, les dieux c'est Góðar. On a à l'origine une religion qui n'est pas du tout monothéiste. Hein. Il y a toute une famille absolument invraisemblable de dieux. Et donc les dieux ce sont les Góðar, Godard, excusez-moi, en français. Et c'est aussi le nom qui est donné à ces chefs. Et au moment où une décision est prise pour donner le dernier mot d'un jugement, effectivement, ça m'est revenu en le voyant, puisque je ne l'avais pas vu, il y a un petit groupe qui se referme sur lui-même, qui forme un cercle intérieur, qui prend la décision et qui la proclame. Effectivement, c'est le moment où ce qu'il y a eu d'espace démocratique, où tout le monde a tout entendu, tout le monde a pu porter son propre jugement, tout le monde a pu l'exprimer. C'est le moment où un petit cercle se referme sur lui-même et sera seul à décider. Donc, et on a effectivement des descriptions dans les sagas qui nous parlent de cela, ce qui permet effectivement ici de rejouer une scène antique avec toute la signification que voilà, vous pourrez mettre dans la description que je viens de vous en donner. Voilà. Est-ce qu'il y a maintenant voilà, une parole, une envie de... Non. Alors, moi, je me permets, parce que je trouve que c'est quand même au centre... Alors, ce film, bien sûr, il y a l'environnement, il y a cette thématique, mais moi, je trouve que le réalisateur saupoudre beaucoup de choses quand même, beaucoup de pistes de réaction. Et je crois qu'on passerait à côté du film si on n'en parlait pas. Et quelque part, qui se rassemblent tous dans un questionnement, c'est que c'est un questionnement sur l'humanité finalement, hein, et sur le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Et vous en avez parlé de la société. Du coup, voilà, moi je suis ignorante de ça, mais de ce qui se passe dans la société islandaise au jour d'aujourd'hui. Et dans le film, en tout cas, moi je ne connais pas la société, je ne connais pas l'Islande. En tout cas, le réalisateur me raconte tout ça. Je vois. Alors, on a parlé de ce personnage qui est le fil rouge du film et qui est le ressort comique du film, et qui en même temps est quand même clairement un questionnement sur l'étranger. Oui, alors en là, tout cas, je l'ai reçu comme ça. Je termine. Voilà, pardon. Et après, voilà, c'est des interprétations. Et comme on dit, il y a toujours autant d'interprétations. Je ne suis pas le réalisateur. Mais en tout cas, il y a des sujets comme ça qui sèment tout le long du film, très fort. Et au centre, pour moi aussi, ce personnage de femme, très très fort, qui a une place très très forte. Alors, je ne sais pas aussi la place des femmes, des femmes et de l'engagement, mais c'est une héroïne magnifique. Et moi, j'avais ce sentiment que c'était transmis, que ça allait être transmis à sa fille, parce que quand on décrit d'ailleurs la petite fille, ce qu'elle a vécu, donc il y a quelque chose comme ça d'universel. La petite fille qui vit en Ukraine, qui vit un drame en Ukraine, et elle dit c'est une héroïne. C'est une petite héroïne, ou je ne sais pas le mot. Elle se retrouve d'ailleurs dans Elle se retrouve dans voilà. Et il y a comme ça tout un éclairage sur la force de l'engagement, la force des femmes
Oui, puis une solidarité intergénérationnelle qu'on va retrouver avec le cousin. dans la cause aussi du développement durable, même si ça paraît parfois une injonction dans la société. Mais c'est aussi penser aux générations futures. Donc cette transmission, elle est présente. Elle est présente à la fois dans le croisement des deux intrigues, l'intrigue principale et l'intrigue secondaire. Ce qui fait commun, ce qui fait intime, et ce qui est très beau, moi je trouve, dans le film, et que le réalisateur réussit très bien, c'est qu'en même temps, il nous pose un propos général, des thèmes généraux, et en même temps, il y a son histoire intime de mère. Et je trouve ça assez beau, la manière dont il arrive à, ce qu'on dit par moment, à ce que l'histoire intime rejoigne une histoire collective, quelque chose d'universel. Et je crois que là, alors on sort de la culture islandaise ou pas, mais moi, en tant que personne, il y a une part d'humanité que je trouve universelle dans le film. On ne peut pas, en tout cas, on peut facilement, pour moi, être touché par ces questionnements à elle. Et là, ils deviennent des questionnements qu'on a tous sur le sens des choses, sur la transmission, sur ce qui va devenir après nous, sur nos enfants, et là, c'est la force aussi d'une fiction. Absolument. Alors, pour reprendre la question de ce personnage sud-américain, je ne sais pas si vous aviez eu l'occasion, peut-être, il est passé en France, mais je ne sais pas du tout s'il est passé dans le Midi, de voir le précédent et le premier grand film, long métrage de Benedict Eriksson. Ça s'appelait Rossi Os. Le cheval, littéralement, c'est le cheval en français, ça s'appelait Des chevaux et des hommes. C'est assez intéressant de voir qu'il n'en est qu'à son deuxième film, mais qu'il y a un certain nombre de thèmes qui reviennent dans sa filmographie, encore très jeune, pour des longs métrages en tout cas. C'est que ce personnage, il existait déjà dans le film précédent. Donc c'est effectivement le personnage de l'étranger. Celui dont on voit ici qu'il est accusé de tous les maux. C'est très, très particulier qu'au jour d'aujourd'hui, un relativement jeune metteur en scène fasse apparaître l'étranger de cette façon-là. Tous les étrangers qui ont vécu en Islande il y a fort longtemps, comme moi, vu mon âge, vous diront qu'à l'époque où on arrivait étranger en Islande, dans les années 80, 90 ou 70, on était reçu comme de l'air frais. On était reçu sur une île qui avait besoin de cet air venu d'ailleurs. Aujourd'hui, les étrangers, ce sont soit les touristes, et il y en a trop, et les Islandais à la fois les désirent et les haïssent. Situation ambiguë. Et ce sont ceux, polonais, en grande partie, qui, avant le grand crash, ont été appelés en masse pour travailler, ce qui était un phénomène complètement nouveau, dans les usines de poissons, dans le bâtiment et dans les usines d'aluminium. Tout d'un coup, on s'est mis à travailler dans ces métiers les plus durs, les plus subalternes des étrangers. C'est un fait complètement nouveau dans l'histoire économique et sociale de l'Islande. Et en même temps qu'on a commencé à regarder les étrangers de cette façon, sont apparus des personnages comme on voit dans le film. Parce que tout d'un coup, l'étranger est devenu stigmatisé comme on le connaît, nous, si bien en France. Ce qui est d'une banalité incroyable pour nous ici en France, banalité terrible, horrifique et insoutenable, mais bien réelle. C'est un fait relativement nouveau en Islande. Et c'est cela, pour moi, que Benedict pointe, indéniablement. Ce n'est pas un personnage si comique que ça. Un autre petit détail, c'est simplement parce que je suis en train de parler de
de points qui reviennent. C'est toujours beau dans une filmographie de voir la signature, la patte d'un metteur en scène. Ça m'a assez interrogée de voir que de la même manière que Hatla se revêt pour se protéger, malgré la puanteur, d'une carcasse de bélier, de la même manière dans le précédent film, ce jeune personnage sud-américain étranger résiste au froid meurtrier dans la carcasse d'un cheval qu'il tue pour pouvoir survivre. Et là, je pense qu'il y a aussi un rapport très très fort entre homme, animalité, nature. Oui, ce que vous parliez tout à l'heure éventuellement sur l'animisme sur aussi. la Terre. L'animisme, c'est le fait de projeter une intériorité aux animaux, par exemple, aux animaux ou à la nature. Et on va retrouver exactement voilà, se revêtir de la dépouille du bélier ou s'allonger sur la lande. Il y a un traitement d'ailleurs, un traitement de la nature en général. Alors je ne sais pas si c'est peut-être là aussi la signature de ce réalisateur. J'ai remarqué la nature urbaine est apprivoisée. Il y a ces arbres, notamment il y a beaucoup de plans qui sont tournés avec un contre-champ plutôt des arbres, des parcs. On entend le bruit des feuillages. Et de l'autre côté, quand il y a la cavale, là, cette fuite sans fin, vous avez l'héroïne qui court dans la lande dénudée, avec une richesse, attention, végétale, mais avec une strate herbacée florissante, mais pas du tout de strate arborée, par exemple. Et donc, il y a un traitement comme ça entre une nature apprivoisée d'un côté et de l'autre côté, cette wilderness, là, cette nature originaire vierge, non anthropisée, où personne ne réside finalement. C'est aussi une approche qui va renforcer une vision assez animiste de la nature. C'est-à-dire qu'il y a une nature qui est vécue pour les hommes et une autre qui reste vierge de leur présence. Voilà, qui permet une régénération, on va dire, aussi. Alors, parlant justement de régénération, je rebondis sur une chose, et c'est peut-être une des dernières questions, mais j'aimerais voilà, vous questionner là-dessus. C'est aussi pour moi une des choses fortes et très très belles dans le film, c'est que moi, alors là aussi, c'est cette énergie de vie, cette utopie, en même temps, et cette énergie de dire les choses peuvent changer. Et il y a une force dans le film, il y a un souffle dans le film, il est dans la réalisation, il est dans le jeu de l'actrice, parce que je trouve quand même qu'il faut en parler. C'est voilà, une comédienne, moi je sais pas, je pense qu'elle est connue, elle tourne beaucoup, mais en tout cas elle est époustouflante. Elle n'a pas encore tourné beaucoup au cinéma, elle a beaucoup joué au théâtre, énormément. Théâtre. C'est ce que je... Et petit détail qui, à mon avis, a une grande importance dans le film, parce que Haldora, l'actrice, a travaillé à certains moments beaucoup aussi avec le metteur en scène. Comme beaucoup d'artistes, elle a été musicienne, saxophoniste et chanteuse. Et elle était jeune, mais vraiment totalement déjantée. Et pour moi, je pense qu'il y a aussi un clin d'œil à la fois à la nation islandaise. On n'a pas 15 ans si on ne monte pas son groupe de musique. Après, on fera peut-être plein d'autres choses très différentes dans la vie, mais grosso modo, 80% des jeunes de 15 ans ont leur groupe de musique. Donc c'est très important, je pense que cette présence de la musique-là, elle a à voir avec cela. Et ça, c'est mon interprétation. Quelqu'un dans la salle a vu Van Gogh de Gatliff. C'est un film vraiment sur l'histoire des Roms, des Manouches, des Gitans. Là, dans Van Gogh, particulièrement des Gitans. Et c'est un film qui est absolument dans la même forme que vous avez vu là, avec ce jeu entre les musiciens qui emmènent la vie qui répond aux musiciens qui y répondent inlassablement. Et pour moi, la musique là, elle est peut-être
un clin d'œil à Haldora, son passé de musicienne complètement folle et déjantée, mais peut-être aussi et sûrement un hommage d'un... Je ne lui ai pas demandé, je ne le sais pas, hein, je me trompe peut-être complètement, mais j'ai tellement pensé fort à Van Gogh et j'y vois tellement de correspondances dans le montage même que je pense qu'il y a peut-être quelque chose à voir. Kusturica aussi, moi j'ai pensé. Oui, bien Je sûr, pense que bien tout le sûr, monde, ouais. ne serait-ce que la fanfare. Tout à fait. Et je crois qu'on m'a fait signe. C'est le timing. Donc voilà. Très bien. Merci à vous. Un grand merci à vous. Merci. Voilà, pour ces éclairages sur ce film. Et on peut continuer. Merci à Julien, à Sylvie Mouller. Il y a un petit buffet qui vous attend pour finir la soirée autour de bonnes choses. Donc à tout de suite.